la plus tardivement, parce qu'elle était compliquée et aussi d'une certaine façon au cœur de polémiques assez persistantes, c'était finalement la cartographie des retombées radioactives sur le territoire français. Et c'est un travail qui est assez compliqué à faire, à vrai dire. Il y a plusieurs approches possibles. Et l'Institut a engagé dès la fin des années 90 des études scientifiques, on va dire, notamment dans l'Est, le sud-est de la France, où vous avez tout à l'heure les retombées étaient les plus importantes. Et l'exploitation de ces données ont conduit, d'abord en 2003, et puis une seconde version mise à jour en 2005, à produire une reconstitution globale des retombées qui se sont produites en France en 1986 suite à l'accident de Tchernobyl. Voilà en gros comment l'histoire, en résumé, qui a conduit à ce que je peux vous présenter aujourd'hui, un certain nombre de résultats. Alors, le premier volet de ce que je vais vous présenter, c'est tout d'abord comment s'est faite la contamination environnementale due à l'accident de Tchernobyl. Ce qui va m'amener à m'intéresser à deux choses. C'est d'une part la pollution de l'air provoquée par l'accident, donc une contamination radioactive à l'échelle de l'Europe, qui a touché, entre autres, bien sûr, le territoire français, et puis la formation des dépôts radioactifs, c'est-à-dire les particules radioactives finissent par retomber au sol, forment un dépôt persistant, plus ou moins persistant du moins, et donc ce sont les deux aspects que je vais vous présenter. Alors, je vais faire une petite digression à ce stade, parce que la difficulté que j'ai, c'est que je ne connais pas votre niveau de connaissance sur qu'est-ce que c'est que la radioactivité. Je vais être amené à employer des unités pour quantifier les phénomènes que je vais vous décrire, donc il faut que je prenne quelques instants pour vous expliquer sommairement le sujet. Donc, la radioactivité, c'est un phénomène naturel à la base de désintégration spontanée de certains noyaux d'atomes. Vous savez que les atomes sont constitués de noyaux massifs, et donc pour certains d'entre eux, qu'on appelle les radionucléides, et qui sont instables de fait, donc il existe un phénomène de désintégration spontanée qui permet de transformer le noyau en un autre noyau un peu plus stable. Et à cette occasion, la transformation conduit à émettre des rayonnements, qui sont des rayonnements de forte énergie, ce qu'on appelle des rayonnements ionisants. Et donc c'est ce phénomène, avec l'émission de rayonnement, qui s'appelle la radioactivité. Alors, ces radionucléides peuvent être soit d'origine naturelle, si vous le savez, mais nous sommes dans un environnement naturellement radioactif, et ceci dès l'origine de notre planète. Les radionucléides sont présents ou viennent soit de la croûte terrestre, soit également, certains d'entre eux sont formés dans la haute atmosphère par interaction des atomes de l'atmosphère avec les rayonnements cosmiques de forte énergie. Et c'est le cas, par exemple, du tritium ou du carbone 14. Pour ce qui concerne les radionucléides venant de la croûte terrestre, vous connaissez l'uranium, le radium également, qui a eu son heure de gloire, le radon, qui est un gaz radioactif qui rentre notamment dans les maisons. Alors, les radionucléides peuvent aussi avoir une origine artificielle, puisque depuis le XXe siècle, ont commencé à se mettre en place des activités notamment de fission nucléaire, notamment dans des réacteurs nucléaires de production, et à l'occasion de la fission nucléaire, on produit des radionucléides artificiels qui n'existent pas spontanément dans la nature, et c'est évidemment, dans le cas de Tchernobyl, c'est ce type de radionucléide qui va nous intéresser. Alors, comment mesure-t-on la radioactivité? Donc il existe une grandeur qui s'appelle l'activité, c'est la grandeur qui mesure la radioactivité, qui est mesurée en becquerel. Donc un becquerel, ça correspond à une désintégration radioactive par seconde. Alors il existe bien sûr des unités dérivées, parce que si vos produits radioactifs sont par exemple dans une salade ou dans la terre, on va parler de becquerel par kilogramme de salade. Si c'est dans l'air, on va parler de becquerel par mètre cube d'air. Si c'est dans l'eau, ça sera par litre. Si c'est en surface, ça sera par mètre carré. Voilà, ce sont des unités dont je serai amené à évoquer par la suite. Alors, phénomène important qu'il faut avoir en tête, c'est que pour une substance radioactive donnée, la radioactivité diminue au fil du temps. Ce qui est logique, puisque à partir d'un stock initial de radionucléides, donc certains vont se désintégrer spontanément, et petit à petit vous épuisez le stock, et
donc vous atténuez le phénomène de radioactivité. Donc ça, c'est un phénomène, c'est une loi physique qui est bien connue et qui conduit à caractériser chaque radionucléide par sa période radioactive, qui est le temps au bout duquel la moitié du nombre des radionucléides initiaux disparaît. Hein, c'est ce que représente ce petit graphique, où on voit qu'au bout d'une période, vous avez la moitié de la quantité initiale, au bout de 2 périodes, vous avez la moitié de la moitié, donc le quart, et ainsi de suite. Donc ça, cette période radioactive, c'est un paramètre extrêmement important, parce que si vous avez une période courte, et dans le cas de l'accident de Tchernobyl, certains radionucléides avaient des périodes très courtes, de quelques heures à quelques jours, ça veut dire qu'ils vont disparaître très vite de l'environnement. D'autres, au contraire, comme on le verra, ont des périodes beaucoup plus longues, de plusieurs décennies, voire plus, et donc vont être beaucoup plus persistants dans l'environnement. Alors je reviens au sujet de Tchernobyl. Donc je ne vais pas vous décrire les circonstances de l'accident, ça prendrait un peu trop de temps. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un accident qui provient de 2 causes complémentaires, des causes que je qualifierais d'humaines, c'est-à-dire l'équipe de conduite a voulu lancer un test, alors soi-disant de sécurité, mais qui a conduit d'une part à désactiver un certain nombre de dispositifs de sécurité et d'autre part à mettre le réacteur dans une configuration de fonctionnement qui n'était pas celle pour laquelle il avait été conçu. Et l'autre cause additionnelle, c'est que précisément c'est un réacteur qui à la conception avait des défauts, à savoir que dans certaines configurations, et précisément dans le cas de ce qui s'est produit à Tchernobyl, au lieu d'arrêter la réaction, lorsque vous pensiez l'arrêter, vous l'accélérez. Alors il faut savoir que la réaction d'un réacteur nucléaire, elle peut s'emballer de manière très violente, ce qu'on appelle un accident de criticité, et en l'espace de quelques secondes, le réacteur s'est mis à produire près de 100 fois plus d'énergie que son régime nominal. Vous imaginez le genre de dégâts que cela peut provoquer, et comme le montre la photo, qui n'était pas très visible, donc le réacteur a littéralement explosé, il a été détruit brutalement, et donc les substances contenues dans ce réacteur ont été pour partie projetées à l'extérieur, jusqu'à plus de 1000 mètres d'altitude. Alors ça dépend de la taille évidemment des particules rejetées, et donc ces rejets se sont poursuivis pendant 10 jours, parce que suite à l'explosion initiale, il y avait de la chaleur, dans le réacteur vous aviez du graphite, c'est du carbone, il y a eu des incendies, et donc pendant 10 jours vous avez eu de l'énergie qui a continué de mettre en suspension des particules radioactives. Alors, le chiffre, évidemment, il ne va pas vous parler beaucoup, mais il est impressionnant en soi. Donc, sur cette période, donc, on estime à 12 milliards de becquerels, ce pas des unités qu'on utilise tous les jours, qui ont été rejetés dans l'atmosphère, sachant qu'une partie est restée aussi dans le cœur, et aujourd'hui, ce réacteur a été recouvert à l'époque par un sarcophage, qui a vieilli depuis, donc qui pose quelques soucis de sécurité. Et donc, à l'intérieur de ce sarcophage, il y a encore une grande quantité de matière radioactive, ce qui fait que rien ne peut y être fait aujourd'hui en toute sécurité. Alors, parmi les substances radioactives, alors, sont très nombreuses, je ne vais pas vous les énumérer, je vais quand même en citer 3 qui nous intéressent pour la France. C'est tout d'abord l'iode 131, qui est de l'iode radioactif. Alors si j'en parle, c'est qu'il, vous le verrez, il va jouer un rôle important dans l'appréciation du risque de cancer de la thyroïde, puisque l'iode, d'une manière générale, qu'il soit radioactif ou non, est un élément qui va se fixer préférentiellement sur la glande thyroïde pour la synthèse d'hormones thyroïdiennes, et donc lorsqu'il est radioactif, évidemment, il va exposer plus particulièrement cette glande. Et 2 autres éléments, alors 2 isotopes du césium sont également d'intérêt pour nous. C'est à la fois le césium 137, alors celui-là j'en parlerai beaucoup parce qu'il est toujours présent dans notre territoire, il a une durée de vie une période radioactive de 30 ans, et le césium 134 qui lui a une période plus courte de 2,1 ans. Et donc ce sont ces 3 radionucléides qui ont globalement le plus impacté notre territoire et plus généralement l'Europe. Et donc je vais me focaliser essentiellement sur ceci. Alors, en termes d'activité rejetée, vous avez les becquerels, ça ne vous parle pas. Je voulais attirer votre attention sur un aspect particulier parce que ça montre que la radioactivité sort un peu du sens commun. On parle souvent du nuage de Tchernobyl, alors on a une vision un peu matérielle du nuage, mais figurez-vous que quand on regarde en masse ce que représente le césium 137 rejeté, c'est de l'ordre de 26 kg. Alors, 26 kg répartis sur l'Europe,
c'est pas beaucoup finalement, c'est un sac de ciment. Le césium-134, c'est encore moins. L'iode-131, c'est encore moins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'infimes quantités de substances radioactives peuvent entraîner des activités mesurables et voire nocives. Et donc, ce nuage, il était quasi immatériel au sens de la masse du terme. Et pourtant, on a été capable de mesurer partout en Europe, même au-delà de l'Europe d'ailleurs, hein, parce que le fameux nuage, je reviendrai ici, évidemment, donc c'est distribué sur l'ensemble de l'hémisphère nord. Il a été mesuré au Canada, il a été mesuré au Japon. Voilà, évidemment, plus vous éloignez, plus le phénomène est atténué. Alors, comment se dispersent les substances radioactives? Bon sens, évidemment, c'est qu'une fois que cela est rejeté dans l'air, c'est des phénomènes météorologiques qui vont contrôler la dispersion de ce panache, de ce nuage radioactif en fonction du vent et de sa vitesse, de sa direction. Des phénomènes de diffusion turbulente font que plus on va s'éloigner de la source de rejet, plus la concentration dans l'air s'atténue. Ça, c'est un phénomène qu'on vit tous quand on voit des fumées, par exemple. Plus on s'éloigne, moins on est sensible à la concentration de la fumée. C'est la même chose ici. Et donc, dans ce nuage, il y avait à la fois des particules radioactives et des gaz. Et une partie de ces particules, au fil du trajet du nuage radioactif, finissent par se déposer au sol. Et donc, du coup, ça entraîne un appauvrissement du nuage. J'ajoute que les radionuclides, qui ont des vies très courtes, de quelques heures, comme je l'évoquais tout à l'heure, ils vont finir par disparaître même dans le nuage, avant même de retomber ou d'atteindre des territoires lointains. Alors, à ce stade, j'espère que ça va bien marcher, je vais vous montrer un travail qui a été mené en 2005 par l'Institut et qui vise à reconstituer comment a progressé le nuage de Tchernobyl depuis le 26 avril, je crois que ça va jusqu'à peu près au 10 mai. Et donc, vous voyez donc, ce phénomène de distribution progressive sur l'Europe. Vous voyez que la France commence à être touchée vers la fin du mois d'avril. Alors, on n'a pas bien vu le début, mais la première trajectoire remonte vers la Scandinavie. Il faut savoir que c'est la Suède qui est la première à détecter le fameux nuage de Tchernobyl. Alors, vous voyez qu'à partir du 5 mai, le nuage migre plutôt vers l'est de l'Europe et surtout les rejets commencent à disparaître. Et donc, du coup, ce qui était sombre au départ finit par se diluer par effet de dissipation. Voilà en gros. Alors, ce travail qui a été fait par l'Institut a été fait dans un contexte très particulier. L'Institut donc a des activités de recherche et de développement, et en particulier des modèles de dispersion atmosphérique à longue distance. Et donc nous avons